Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser au complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, nous allons détailler la glande hypophyse et puis nous allons parler à la fin du cours des relations hypothalamo-hypophysaires. Donc, pour commencer, un petit rappel anatomique. Donc, le complexe hypothalamo-hypophysaire est situé à la base du cerveau. Donc, vous avez ici une coupe sagittale du crâne. Vous avez là les hémisphères cérébraux. Vous avez le diencéphale ici avec le corps calleux. Et vous reconnaîtrez bien sûr ici l'hypothalamus qui constitue donc les parois et le plancher du troisième ventricule. C'est vraiment la base du diencéphale. Et au niveau de l'extrémité inférieure de l'hypothalamus, nous allons avoir la glande hypophysaire, donc qui est appendue, qui est attachée à l'hypothalamus. D'accord? C'est ça l'emplacement donc du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc les parois du troisième ventricule forment l'hypothalamus, c'est ce qu'on voit en 1. Et de sa partie inférieure se détache la tige pituitaire qu'on voit ici en 2 et qui va donc rejoindre l'hypophyse. C'est-à-dire que l'hypophyse est attachée à l'hypothalamus par la tige pituitaire. L'hypophyse, on peut la voir également ici sur cette coupe transversale du crâne. Vous avez là les hémisphères cérébraux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces deux structures? Les globes oculaires, d'accord, les yeux, tout simplement. Vous avez là les nerfs optiques qui viennent et se joignent ici au niveau de ce qu'on appelle le chiasma optique. Donc, c'est l'endroit où se croisent les nerfs optiques, d'accord? Et juste derrière le chiasma optique, vous allez avoir donc l'hypophyse. C'est ce que vous voyez là. Donc, l'hypophyse est vraiment située à la base du cerveau. Donc, l'hypophyse est encore appelée glande pituitaire. C'est une glande endocrine médiane, vous le voyez, elle est vraiment au centre. Et elle est située juste derrière le chiasma optique. Cette proximité du chiasma optique est importante à connaître, puisque si on a un adénome de l'hypophyse, c'est-à-dire une tumeur, où il y a une prolifération et une augmentation de volume de l'hypophyse, les premiers signes de cette pathologie vont être visuels. Vous allez avoir des perturbations du champ visuel au niveau des deux yeux, d'accord, bilatéral. Et ceci est dû à donc cette proximité de l'hypophyse par rapport au chiasma optique. Donc, une proximité anatomique très importante à connaître car elle a des conséquences en pathologie. Alors, l'hypophyse est située dans ce qu'on appelle la selle turcique. C'est cette structure-là qui est en fait une petite fossette de la face supérieure de l'os sphénoïde. Et elle est incomplètement fermée par un diaphragme méningé. Donc là, c'est les méninges et qui ferment incomplètement la selle turcique. Pourquoi incomplètement? Parce qu'ils doivent laisser quand même le passage donc de la tige pituitaire, ok, qui relie donc l'hypophyse à l'hypothalamus. On voit mieux ici cette structure osseuse qu'on appelle la selle turcique, qui est une fossette de l'os sphénoïde qui est là, d'accord? Donc là, c'est la selle turcique qui va donc contenir l'hypophyse, ok? Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la selle turcique? Parce que apparemment, elle leur a rappelé la selle de cheval des cavaliers turcs. Donc, le nom de selle turcique vient de cette origine, d'accord? Donc, la selle turcique, c'est quoi? C'est une structure osseuse, c'est une fossette au niveau de l'os sphénoïde. Qu'est-ce qu'elle a pour fonction? Donc, elle contient et protège
la glande hypophysaire. L'hypophyse est en place. Vous avez ici donc l'os sphénoïde avec donc la selle turcique. Oui, vous avez ici l'hypophyse et là vous avez le chiasma optique. Donc le chiasma optique est un très bon repère pour retrouver le côté antérieur de l'hypophyse. La partie antérieure de l'hypophyse est toujours du côté du chiasma optique qui est situé juste en avant de l'hypophyse. Donc c'est un bon repère anatomique pour vous retrouver. Vous voyez le chiasma optique? Hop, ça c'est l'antéhypophyse, ça c'est la post-hypophyse. D'accord? Alors l'hypophyse est une glande ovoïde dont la taille est comprise entre 1,2 et 1,4 cm chez l'homme, c'est-à-dire chez l'humain. Cette glande pèse 0,6 g chez l'homme et 0,7 g chez la femme. Donc elle pèse un tout petit peu plus chez la femme que chez l'homme et on va voir juste après, un peu plus tard, quand on étudiera les différentes cellules de l'hypophyse, on va savoir pourquoi est-ce qu'elle pèse un peu plus chez la femme. Alors partons donc dans l'étude plus détaillée de cette hypophyse. Et donc l'hypophyse peut être subdivisée en deux grandes parties. On a l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Donc on va commencer par la neurohypophyse. Vous avez ici le troisième ventricule. Donc le plancher et les parois du troisième ventricule constituent l'hypothalamus. Juste après, nous avons la première partie, et qui est la partie la plus supérieure de l'hypophyse, de la neurohypophyse, qui est l'éminence médiane, donc représentée en 1. En 2, nous avons la deuxième partie de la neurohypophyse, qui est la tige pituitaire. Et enfin, elle se termine en bas par un renflement, une dilatation, qu'on appelle donc la post-hypophyse ou le lobe postérieur de l'hypophyse. Donc, la neurohypophyse est constituée de 3 parties. L'éminence médiane, la tige pituitaire et la post-hypophyse. L'adénohypophyse est également constituée de 3 parties. Donc, nous avons une partie inférieure, et c'est la plus grande partie de l'adénohypophyse, c'est le lobe antérieur ou l'antéhypophyse, qu'on voit ici en 5, d'accord? Et donc, comment vous retrouvez à chaque fois, repérer le chiasma optique qui est situé en avant. Et donc, cette partie-là, c'est le lobe antérieur de l'adénohypophyse ou l'antéhypophyse. Elle se continue par cette partie-là qui entoure partiellement la tige pituitaire et qu'on appelle la pars tuberalis. Et entre les lobes antérieurs et le lobe postérieur, nous avons un petit lobe qui n'est pas très développé chez l'être humain et qu'on appelle le lobe médian. Le lobe médian fait partie de l'adénohypophyse. Donc l'adénohypophyse est également subdivisée en 3 parties. Nous avons le lobe antérieur ou antéhypophyse, le lobe médian et la pars tuberalis. Mais gardez en tête que la majeure partie des cellules qui constituent l'adénohypophyse sont retrouvées au niveau de ce lobe antérieur. D'accord? Donc, énumérer les différentes parties de l'hypophyse. Donc, déjà, on peut la subdiviser en 2 parties. Très bien. En neurohypophyse et en adénohypophyse. Donc, là, vous avez en bleu l'adénohypophyse et en rose la neurohypophyse. Donc, la neurohypophyse peut être subdivisée en 3 parties. L'éminence médiane, la tige pituitaire et la post-hypophyse. Alors que l'adénohypophyse est également subdivisée en 3 parties. On a l'antéhypophyse, le lobe médian et la pars tuberalis. D'accord? Alors, passons à l'étude embryologique de cette glande. Donc, avant la fermeture du tube neural, donc on a ici le stade de plaque neurale.
En bleu, vous avez donc la plaque neurale, ok? Et puis en avant, on va avoir donc l'ectoblaste. Donc avant la fermeture du tube neural, vers 3 à 4 semaines, l'ébauche de l'adénohypophyse commence à apparaître ici au niveau de l'ectoblaste sous forme d'une placode. Donc on appellera placode adénohypophysaire. D'accord? Donc l'ébauche de l'adénohypophyse est ectoblastique. L'origine embryonnaire de l'adénohypophyse est ectoblastique. Juste derrière, nous avons l'ébauche de l'hypothalamus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait dit hier. Donc, le développement embryonnaire de l'hypothalamus, c'était la structure là ovoïde qui était située vraiment au niveau de la partie la plus rostrale de la plaque neurale. Donc là, vous avez l'hypothalamus, mais qui va également, l'ébauche de l'hypothalamus, qui va également poursuivre son développement pour nous donner la neurohypophyse. On va voir tout ça sous forme de schéma. Donc, après la fermeture du tube neural et les différentes plicatures, donc rostro-caudales et latérales, d'accord, que vous avez faites l'année dernière en embryologie au cours de la 4e semaine du développement embryonnaire, on va finir par avoir un tube neural, d'accord, complètement fermé. Et le tube neural s'est développé de telle sorte qu'il a basculé vers l'avant. Et donc, la placode de l'adénohypophyse, qui était située au niveau de la partie antérieure, ici, elle va se retrouver derrière le tube neural, d'accord? Le tube neural, il va passer en avant et l'ectoblaste, où on avait la placode de l'adénohypophyse, il se retrouve en bas. Donc, on a ici le tube neural et la partie inférieure, c'est le diencéphale ici. Ok? Et là, vous avez l'ectoblaste et qui est tout près donc de la bouche, la future bouche, c'est ce qu'on appelle le stomodéum. Vous voyez là le tube neural, le tube digestif, il est là. Vous le reconnaissez? Donc c'est l'entoblaste qui s'est refermé. Donc là, nous avons le tube neural. En bas, j'ai le tube digestif. Et là, j'ai la membrane pharyngienne. Et juste en avant, j'ai l'ectoblaste. Donc, si on zoome un peu plus sur cette partie, on va voir que la partie basale ici, la base du diencéphale, va envoyer une évagination. Elle va se développer de telle sorte qu'on ait comme ça une évagination qui va évoluer vers le bas. D'accord? Vers le bas. Et d'un autre côté, l'ectoblaste stomodéal, qui est là, et ici il est représenté en jaune, il va également se développer et envoyer une évagination qui se développe vers le haut. Donc l'évagination qui est l'ébauche de la neurohypophyse, l'évagination du tube neural, et plus précisément du diencéphale, tend à rejoindre l'évagination ectoblastique qui est l'ébauche de l'adénohypophyse. On poursuit donc notre développement, donc l'évagination neurectoblastique. Ok, vous avez là l'hypothalamus en fait. L'évagination neurectoblastique se poursuit, elle poursuit son développement et elle va venir ici en contact de l'évagination ectoblastique qui va nous donner par la suite l'adénohypophyse. Cette ébauche, c'est ce qu'on appelle l'ébauche ectoblastique, c'est ce qu'on appelle la poche de Rathke. La poche de Rathke. Donc la poche de Rathke, c'est quoi? C'est la future adénohypophyse. Elle est originaire d'où? De l'ectoblaste stomodéal. Pourquoi est-ce qu'on dit ectoblaste stomodéal? Parce qu'il est situé juste devant la membrane pharyngienne qui va vous donner la future bouche. Le stomodéum, c'est la future bouche, d'accord? Donc, on poursuit notre développement. Donc, cette poche qu'on appelle la poche de Rathke, elle va commencer petit à petit à se détacher de l'ectoblaste d'origine. Et donc, elle va finir à la fin par se séparer complètement de l'ectoblaste
et elle va aller s'accrocher à l'ébauche neurectoblastique, comme vous voyez là, d'accord? Donc vous avez la poche de Rathke en jaune, qui est d'origine ectoblastique et qui va complètement se détacher de l'ectoblaste d'origine qui est là, ok? Et elle va venir s'accrocher à l'ébauche neurectoblastique qui est là, qui va nous donner la future neurohypophyse. Est-ce que c'est clair? Donc, quelle est l'origine embryonnaire de l'hypophyse? Elle est double, voilà. Donc, les deux parties de l'adénohypophyse ont des origines embryonnaires différentes. La neurohypophyse est d'origine neurectoblastique. C'est en fait la continuité de l'hypothalamus, d'accord? Parce que ça, c'est l'hypothalamus. Ça, c'est le troisième ventricule dont les parois et le plancher constituent l'hypothalamus. Donc, cet hypothalamus, il va poursuivre son développement pour nous donner la neurohypophyse. Et l'adénohypophyse, elle est d'origine ectoblastique, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la poche de Rathke? C'est l'évagination de l'ectoblaste qui va nous donner par la suite l'adénohypophyse, d'accord? Donc, un petit mot concernant l'induction de tout ce qu'on vient de dire. Donc, il y a des molécules d'induction qui nous permettent cette individualisation de la glande hypophysaire. Donc, au départ, l'induction est d'origine neurectoblastique. Donc, c'est le neurectoblaste ventral, c'est-à-dire du diencéphale, la base du diencéphale, qui va sécréter 3 molécules. Nous allons avoir WNT, BPF4 et et BMP4 et FGF8, d'accord? Donc, vous avez 3 molécules d'induction qui permettent de stimuler l'invagination ectoblastique, d'accord? Donc, c'est le neurectoblaste qui va induire cette évagination de l'ectoblaste. C'est lui qui va attirer l'ectoblaste vers lui pour nous permettre la formation de la poche de Rathke par 3 molécules, WNT, BMP8 et FGF4. Par la suite, l'ectoblaste stomodéal, il va donc commencer à sécréter une molécule d'induction qui est SHH, mais qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est que tout l'ectoblaste stomodéal sécrète cette hormone ou exprime cette molécule d'induction, sauf la poche de Rathke. Donc tout l'ectoblaste stomodéal exprime SHH, mais la poche de Rathke ne l'exprime pas. À partir d'une phase ultérieure, nous allons avoir une expression de BMP2 au niveau de la poche de Rathke. Et nous allons avoir ici 2 gradients opposés, 2 gradients d'induction opposés. On continue à avoir donc cette induction par FGF8 et on va avoir également l'induction par BMP2 à partir de la poche de Rathke. En fin de compte, cette induction, ces gradients d'induction vont finir par faire détacher la poche de Rathke qui va venir s'accoler à l'ébauche neurectoblastique. Donc la première induction, elle est neurectoblastique. Elle est représentée principalement par BMP4 et FGF8. Et par la suite, nous avons une expression de SHH partout au niveau de l'ectoderme stomodéal, sauf au niveau de la poche de Rathke. Donc la poche de Rathke n'exprime pas SHH. C'est ce qui fait qu'elle va se détacher. C'est la seule partie de l'ectoderme stomodéal qui n'exprime pas SHH. Donc elle va se séparer de cet ectoderme d'origine, d'accord? Et à la fin de l'induction, nous allons avoir 2 flux d'induction. Nous avons donc
d'un côté FGF8 en haut et BMP2 en bas, deux donc vagues d'induction opposées qui vont finir donc par nous compléter le détachement de la poche de Rathke. Alors cette poche de Rathke, au niveau de sa partie postérieure, elle va nous donner le lobe médian. C'est la partie qui est collée à la neurohypophyse. Et au niveau de sa partie antérieure, elle va nous donner le lobe antérieur ou anté-hypophyse. Et bien sûr, tout ce que vous voyez ici, l'ébauche neurectoblastique, c'est ce qui va nous donner donc la neurohypophyse. D'accord? Alors, concernant la différenciation des cellules, pour avoir les différents types cellulaires qu'on connaît au niveau de l'hypophyse, il nous faut des facteurs de transcription. Donc, pour individualiser les différents types cellulaires au niveau de l'adénohypophyse, nous allons avoir principalement 3 facteurs de transcription. Donc, il y a des cellules qui vont commencer à s'exprimer la TBX19 ou le, puisque c'est un facteur de transcription, et vont finir par nous donner les cellules à ACTH. Les cellules qui expriment PIT1 vont nous donner les cellules à GH, les cellules à prolactine et les cellules à TSH. Et enfin, nous avons une population, une partie des cellules qui va exprimer GATA2 et vont nous donner les cellules à LH et FSH. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces facteurs de transcription? Parce que actuellement, on commence à fabriquer des cellules glandulaires adénohypophysaires en mettant des cellules souches, d'accord, à partir donc d'une hypophyse non encore dédifférenciée. Si on les met, par exemple, en présence du facteur de transcription GATA2, on va obtenir des cellules à LH et FSH. Et actuellement, ces expérimentations ont été réussites chez la souris. Donc, on pourrait remplacer en cas de besoin, s'il y a un dommage au niveau de l'hypophyse. On va voir un exemple où on peut avoir une destruction de la glande hypophyse. On peut espérer, dans un avenir très proche, remplacer les cellules endommagées ou remplacer carrément l'hypophyse en fabriquant de nouvelles cellules glandulaires adénohypophysaires en les mettant tout simplement dans un milieu qui contient l'un de ces facteurs de transcription. Donc, il y a vraiment une application clinique et c'est pour ça que c'est important de savoir que pour différencier les différents types de cellules glandulaires de l'adénohypophyse, il s'agit de facteurs de transcription différents. D'accord? Alors, en pathologie, l'une des pathologies les plus fréquentes retrouvées d'ailleurs chez l'enfant, c'est le craniopharyngium. À quoi c'est dû ce craniopharyngium? C'est dû à la persistance des vestiges de ce canal, donc le canal qui reliait l'ectoblaste à la poche de Rathke. Normalement, il doit disparaître. À l'état normal, il devrait disparaître, d'accord? Comme ici. Il doit complètement disparaître, mais s'il persiste des vestiges de ce canal, on peut avoir une tumeur intracrânienne qui est très fréquente chez les enfants, qu'on appelle le craniopharyngium. Donc, il est dû au développement embryonnaire de la glande adénohypophysaire. OK? Alors, donner l'origine embryologique du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus et la neurohypophyse ont une même origine, neurectoblastique, et l'adénohypophyse a une origine ectoblastique. Parlons maintenant de la vascularisation de ce complexe. Pourquoi est-ce qu'on la précise? Parce qu'elle est très importante dans la physiologie et le fonctionnement de ce complexe. Donc, la vascularisation du complexe hypothalamo-hypophysaire est très spécialisée. Elle est hautement spécialisée et on peut la subdiviser en 3 grands réseaux.
Nous avons un réseau A qui est le réseau hypothalamique. Donc, il est là pour irriguer l'hypothalamus. Nous avons un deuxième réseau qui est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on appelle le réseau hypothalamo, tubéro, antéhypophysaire. Et ce réseau, on va vraiment le détailler juste dans un instant. Et puis, on va avoir un troisième réseau consacré à la posthypophyse qui est le réseau post-hypophysaire. Donc, on va commencer par les plus simples. Le réseau hypothalamique, il est là, il vascularise l'hypothalamus. Le réseau C, c'est le réseau donc post-hypophysaire. Il naît à partir de l'artère hypophysaire inférieure que vous voyez là. Et puis après, il va nous donner un réseau capillaire qui irrigue la post-hypophyse. Et il va être drainé par des veines efférentes. Enfin, le réseau qui nous intéresse vraiment dans ce cours, c'est le réseau hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire. Alors, il est très important à connaître ce réseau, donc concentrez-vous. Les afférences artérielles proviennent des artères hypophysaires supérieures. On n'en a représenté qu'une seule ici sur ce schéma. Donc l'artère hypophysaire supérieure qui est issue des carotides internes. Les carotides internes qui sont là, d'accord? C'est les artères qu'on coupe quand on fait le sacrifice de l'animal. Pourquoi? Parce que ce sont les artères qui irriguent le cerveau. Donc les carotides internes, c'est les artères qui vont irriguer le cerveau. À partir des carotides internes, nous allons obtenir une artère hypophysaire supérieure, enfin les artères hypophysaires supérieures. Ces artères hypophysaires supérieures vont nous donner, ou elles vont elles vont se déverser dans un réseau capillaire situé au niveau de l'éminence médiane. L'éminence médiane, c'est quoi? Ça appartient à quelle partie de l'hypophyse? Ça appartient à la neurohypophyse. Hein. C'est la partie la plus supérieure de la neurohypophyse. Donc, le premier réseau capillaire qui est destiné à l'adénohypophyse. On est en train de parler de la circulation qui irrigue l'adénohypophyse. Mais le premier réseau capillaire est situé au niveau de l'éminence médiane, qui fait partie de la neurohypophyse. Vous voyez l'association entre les deux, une association donc vasculaire. Par la suite, ce premier réseau capillaire va être drainé par les veines portes qui sont là, les veines portes hypophysaires, d'accord? La veine porte hypophysaire, pourquoi est-ce qu'on l'appelle veine porte? Vous savez ce que c'est que les systèmes portes? Donc normalement, en temps normal, on a une artère qui nous donne un réseau capillaire drainé par une veine. Mais ici, on a un réseau capillaire, un premier réseau capillaire, et puis après, j'ai une veine porte, donc par la suite, j'ai un deuxième réseau capillaire. Et cette fois-ci, ce deuxième réseau est situé au niveau de l'antéhypophyse. Donc, les veines portes relient deux systèmes capillaires ou deux réseaux capillaires. Un premier réseau situé au niveau de l'éminence médiane et un deuxième réseau situé au niveau de l'antéhypophyse. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle veine porte. Et donc, nous avons ici un système porte qui permet donc l'irrigation de l'adénohypophyse. Après, le deuxième réseau capillaire, donc il est drainé par des veines hypophysaires qu'on voit ici. Et donc, ces veines inférieures, hypophysaires inférieures, vont être drainées par les veines jugulaires internes. Les veines jugulaires internes qui circulent également ici à ce niveau, au niveau du cou, d'accord, et qui drainent tout le cerveau. Les veines jugulaires internes. Donc, ce réseau complexe, vous le voyez ici, hein, ça c'est l'image réelle en microscopie électronique à balayage, où vous avez le premier réseau capillaire et le deuxième réseau capillaire, et entre les deux, donc les veines portes
qui font le lien entre les deux réseaux capillaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier ce réseau porte qui irrigue l'adénohypophyse? Parce que les noyaux hypothalamiques du système parvocellulaire qui sécrètent des hormones ou des facteurs qui régulent l'adénohypophyse, rappelez-vous, les GnRH, les GHRH, les hormones dont on avait parlé quand on avait étudié hier l'hypothalamus endocrine. On avait dit qu'on avait le système parvocellulaire qui sécrète donc des hormones qui régulent l'adénohypophyse. Donc ici, vous avez un neurone du système parvocellulaire et il va déverser ces hormones au niveau du premier réseau capillaire, au niveau de l'éminence médiane. C'est pour ça que les neurones du système parvocellulaire présentent des axones courts, parce que les neurones du système magnocellulaire, ils doivent atteindre la post-hypophyse qui est là. Donc ils vont avoir des axones longs, alors que les neurones du système parvocellulaire s'arrêtent au niveau de l'éminence médiane. Et là, ils déversent leurs hormones au niveau du premier réseau capillaire. Ces hormones vont passer via la veine porte jusqu'au deuxième réseau capillaire. Et à partir de là, ils vont être déversés au niveau donc des cellules glandulaires contenues dans l'antéhypophyse. Et ces cellules glandulaires vont donc sécréter leurs propres hormones. Et ces hormones vont être encore déversées dans ce deuxième réseau capillaire pour être drainées donc au niveau de par la veine jugulaire interne et donc passer au niveau de la circulation sanguine générale. Donc ce système porte est très important dans les phénomènes de régulation de l'hypothalamus, d'accord, de l'adénohypophyse par l'hypothalamus grâce au système parvocellulaire, d'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant la circulation spéciale de l'adénohypophyse? Oui? Oui? Et ensuite, deux réseaux pour de réseaux capillaires, oui. 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 Mais je préfère que vous ne disiez pas réseau pour ne pas confondre. Donc, on a un système d'irrigation pour l'hypothalamus, pour la post-hypophyse et pour l'adénohypophyse. D'accord? Et au niveau de l'adénohypophyse, on a un système porte qui assure l'irrigation de l'adénohypophyse, mais il assure également le transport des facteurs hypothalamiques qui régulent l'adénohypophyse. Donc, il a une double fonction, nutrition et une fonction de transport des hormones. C'est pour ça qu'on a utilisé un système spécial. D'accord? Donc, la circulation porte hypophysaire transporte les facteurs hypothalamiques vers la post-hypophyse. C'est faux ou juste? Qu'est-ce qu'elle transporte? Vers l'adénohypophyse. Très bien. Donc, on passe maintenant à l'histologie de la glande hypophysaire. Donc, comme on vient de le dire dès le départ, qu'au niveau de l'hypophyse, nous avons deux parties distinctes par leur origine embryonnaire, mais comme on va le voir, distinctes et complètement différentes sur le plan histologique. Quand on fait une coupe de l'hypophyse, vous avez ici la tige pituitaire, et on voit aisément, avec une coloration histologique usuelle, on voit aisément qu'il y a une différence entre la neurohypophyse qui est là et l'adénohypophyse qui est là. Sur le plan histologique, on va voir donc les différences et les caractéristiques entre la neurohypophyse et l'adénohypophyse. Donc, on va commencer, là c'est un schéma, donc ce qu'on voit ici, c'était des images en microscopie optique, et là c'est un schéma également qui montre qu'il y a une différence
totale entre la neurohypophyse et l'adénohypophyse. Donc, on va commencer par l'adénohypophyse, on va l'étudier en détail sur le plan histologique, et puis après, on va passer à l'étude de la neurohypophyse sur le plan histologique. Donc, l'adénohypophyse, c'est une glande trabéculaire non orientée. Qu'est-ce que ça veut dire glande trabéculaire? On l'a dit hier. Donc, elle est formée de cordons. Donc, vous avez des cordons cellulaires de cellules glandulaires épithéliales, endocrines, qui sont étroitement jointives ici. Ça, c'est un cordon. Ça, c'est un autre cordon. Et comme elle est non orientée, les cordons ne sont pas parallèles. Donc, quand on fait une coupe histologique, on va avoir plusieurs incidences. On va avoir des cordons qui sont coupés longitudinalement, comme ici, et d'autres qui sont coupés transversalement, comme ici. Entre les cordons, nous avons toujours un tissu conjonctif richement vascularisé. Vous le voyez ici en bleu. Vous avez là le tissu conjonctif qui donc contient beaucoup de capillaires sanguins. D'accord? Vous avez là une vue schématique d'un seul cordon coupé transversalement. Donc un cordon de l'adénohypophyse. Donc vous avez à l'intérieur les cellules glandulaires et tout autour du cordon, on a notre tissu conjonctif richement vascularisé. Beaucoup de capillaires tout autour pour permettre aux cellules glandulaires de déverser leurs hormones directement donc dans la circulation sanguine. Alors, on va voir que ces cellules glandulaires qui sécrètent des hormones peptidiques, donc elles ont les caractéristiques cytologiques qu'on a déjà citées de toutes cellules glandulaires qui sécrètent des hormones peptidiques, donc réticulum endoplasmique granulaire, appareil de Golgi développé, beaucoup de grains de sécrétion, c'est les points là que vous voyez en différentes couleurs. Donc tout ça, c'est des grains de sécrétion. Donc c'est vraiment une caractéristique importante des cellules glandulaires qui sécrètent donc des hormones peptidiques. Et on remarque déjà, avec n'importe quelle coloration, que nous avons différents types cellulaires au niveau de l'adénohypophyse. On remarque déjà avec une coloration usuelle, comme l'émalin éosine, qu'on a 3 types cellulaires. On a des cellules qui apparaissent en orange-rouge. Elles prennent une couleur donc orange-rouge. C'est ce qu'on appelle les cellules acidophiles. D'accord? Et puis nous avons des cellules qui paraissent bleues, qui prennent une couleur bleue. Donc on les appelle les cellules basophiles. Et puis on a des cellules qui ne prennent pas de colorant. On les appelle les cellules chromophobes, c'est-à-dire qui ont peur du colorant, qui n'aiment pas le colorant, qui ne prennent pas de colorant. Donc les cellules acidophiles et basophiles, c'est des cellules chromophiles. Voilà. Donc si on veut subdiviser les cellules glandulaires de l'adénohypophyse, déjà on a 2 grands groupes, les cellules chromophiles et les cellules chromophobes. Et les cellules chromophiles, on peut les subdiviser en 2 grands groupes, acidophiles et basophiles. Très bien. On peut déjà savoir qu'on a 3 grands types on peut déjà subdiviser ces cellules acidophiles ou basophiles selon les hormones qu'elles sécrètent. C'est-à-dire que les cellules acidophiles, ça va être soit les cellules qui sécrètent l'hormone de croissance ou la GH, soit les cellules qui sécrètent la prolactine. D'accord? Donc les cellules acidophiles, c'est soit des cellules à GH, soit des cellules à prolactine. Et les cellules basophiles, il y en a 3. C'est soit les cellules à TSH, soit les cellules à LH-FSH, soit les cellules à ACTH. D'accord? Donc cellules thyréotropes, gonadotropes ou corticotropes. Et enfin, les cellules chromophobes, avant on disait que on ne savait pas leur fonction, mais actuellement, on les considère comme des cellules indifférenciées. Donc, ce sont des cellules souches qui peuvent se différencier en cas de besoin en cellules glandulaires. Donc, elles constituent une réserve au niveau
de la glande adéno-hypophysaire. Qu'est-ce qu'on a remarqué également? On a remarqué que les cellules glandulaires au niveau de l'adéno-hypophyse ont une répartition particulière. C'est-à-dire, on a remarqué que les cellules AGH, d'accord, les cellules somatotropes, on les trouve beaucoup plus abondamment, elles sont beaucoup plus abondantes au niveau des zones latérales de l'adéno-hypophyse. C'est ce qu'on appelle les ailes de l'adéno-hypophyse. Ok? Donc au niveau des zones latérales, on va trouver beaucoup de cellules acidophiles AGH. Au milieu, on va trouver plutôt les cellules corticotropes ACTH. Au niveau de la partie antérieure de la glande, on va trouver plutôt les cellules ATSH. Et au niveau de la partie postérieure, c'est ce que vous voyez ici en vert, vous avez les cellules lactotropes ou à prolactine. Et qu'est-ce qui nous reste? Quelles sont les cellules qui restent? Les cellules? Non, TSH, elles sont là. Les cellules ALH et FSH. Elles sont représentées en bleu et elles sont donc retrouvées un peu partout au niveau de l'adéno-hypophyse. D'accord? Donc les cellules AGH, c'est plutôt au niveau des zones latérales. Les cellules ATSH, c'est plutôt au niveau de la zone antérieure de la glande. Les cellules ACTH, c'est au milieu. Et les cellules lactotropes, donc à prolactine, elles sont situées vers l'arrière. Ça, c'est la posthypophyse, d'accord? Donc, et il nous reste les cellules ALH, FSH, les cellules gonadotropes. On les trouve un peu partout. Elles sont dispersées au sein de toute l'adéno-hypophyse. On a utilisé, ça fait longtemps, on a utilisé d'autres méthodes de coloration en microscopie optique pour essayer de faire la différence entre les cellules acidophiles, les deux cellules acidophiles. Puis on a utilisé, bon, c'est pas la peine de retenir ces colorants. On a essayé d'utiliser des colorants spécifiques pour faire la différence entre les sous-types de cellules basophiles. Et après, on a découvert une méthode très intéressante et beaucoup plus spécifique, c'est l'immunocytochimie. Et là, on utilise des anticorps spécifiques d'une hormone donnée. On prend par exemple un anticorps anti-GH. Bien sûr, cet anticorps va être marqué par un produit fluorescent ou radioactif. Et tac, c'est facile, on arrive à repérer de façon spécifique les cellules AGH. Et on a fait la même chose avec les autres cellules. Donc les cellules ACTH. On utilise donc l'immunomarquage, l'immunocytochimie, qui est une méthode vraiment très efficace et spécifique. Et puis après, on a également trouvé la microscopie électronique. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que chaque cellule, chacune de ces cellules de l'adéno-hypophyse présente des grains de sécrétion différents par leur taille, par leur forme, par leur répartition. Donc chacune de ces cellules présente des grains de sécrétion particuliers. Et on peut également faire la différence entre les différents types cellulaires en microscopie électronique selon la forme, la taille, la répartition des grains de sécrétion au sein du cytoplasme. Donc la question que j'aimerais vous poser, comment distinguer les différentes variétés de cellules adéno-hypophysaires et quelle est la meilleure méthode? Donc quelles sont les méthodes qu'on vient d'énumérer? Comment étudier l'adéno-hypophyse? On a la microscopie optique avec les différences tinctoriales, les colorations, d'accord? On a la microscopie électronique et là on se base sur les grains de sécrétion, les caractéristiques des grains de sécrétion et enfin on a l'immunocytochimie. Maintenant, quelle est la meilleure méthode d'après vous? Pourquoi? Alors, la microscopie électronique est également aussi spécifique. La microscopie électronique, elle est aussi sensible que l'immunocytochimie. C'est-à-dire,
on peut différencier les cellules de façon spécifique, mais elles coûtent plus cher. Donc, c'est l'immunocytochimie qui est meilleure. D'accord? Donc, les cellules chromophobes, pour parler un petit peu de leur fonction et de leur localisation. Au niveau d'un cordon, d'accord, de l'adénohypophyse, généralement, on trouve les cellules chromophobes au milieu du cordon. Au milieu du cordon. D'accord? Donc, je ne parle pas de cette classification que j'ai faite tout à l'heure quand j'ai parlé de la répartition des cellules au sein de la glande. Est-ce que c'est clair? Là, voilà. Donc là, c'est la répartition des différents types cellulaires au sein de la glande en général. Mais ici, je suis en train de parler de la répartition des cellules au sein d'un seul cordon. OK? Donc, les cellules chromophobes, qui sont des cellules souches, des cellules indifférenciées, sont retrouvées généralement au milieu du cordon. On en a deux types. On a les cellules folliculaires et on a les cellules stellaires qui envoient comme ça des expansions cytoplasmiques qui s'insinuent entre les cellules hormonogènes. En fait, c'est les mêmes cellules, d'accord? Ce sont des cellules chromophobes, cellules souches, qui peuvent, en cas de besoin, se différencier en cellules glandulaires. On passe aux cellules, donc, chromophiles. On va commencer par la première cellule acidophile, qui est la cellule somatotrope. Alors, les cellules somatotropes, donc, c'est les cellules qui sécrètent la GH, l'hormone de croissance, sont les cellules les plus nombreuses au niveau des cordons. D'accord? Au niveau de l'adénohypophyse, les cellules les plus nombreuses, qui constituent 55% des cellules des cordons, ce sont les cellules somatotropes et elles sont beaucoup plus nombreuses chez l'enfant. Pourquoi? Pour la croissance. Voilà, c'est l'enfant qui en a besoin pour grandir. Alors, ces cellules en microscopie optique sont rondes et elles présentent à décrire de très nombreux grains de sécrétion qui sont ronds. Ils sont nombreux et ronds. Et leur taille est comprise entre 350 et 400 nanomètres. Je ne vous demande pas d'apprendre les diamètres des grains de sécrétion, mais les caractéristiques, oui. C'est-à-dire là, les cellules somatotropes présentent des grains de sécrétion qui sont nombreux et ronds. Alors, ces cellules, on les a reconnues en pathologie dans deux cas complètement différents. Chez les patients qui présentent ce qu'on appelle un anisme hypophysaire, elles sont complètement absentes. D'accord, on ne les trouve pas au niveau de l'adénohypophyse. Et puis chez d'autres patients où on a le cas opposé, qui présentent soit un gigantisme, soit une acromégalie. Et c'est quoi la différence entre les deux? Chez certains patients, nous avons une prolifération des cellules somatotropes. Si cette prolifération survient avant la puberté, donc avant la fermeture des cartilages de conjugaison, donc l'os peut continuer à croître en longueur, on va avoir ce qu'on appelle un gigantisme. D'accord? Donc le gigantisme est dû à la prolifération des cellules somatotropes. Mais si cette prolifération survient après l'âge adulte ou chez l'adulte, on ne peut pas augmenter la longueur des os puisque les cartilages de conjugaison sont scellés, sont fermés, c'est bon. Donc on va avoir un élargissement des os. On va avoir une croissance en largeur. Et ça va nous donner l'acromégalie. Donc, les deux pathologies gigantisme ou acromégalie sont dues à la prolifération de ces cellules somatotropes. Donc ici, on a des images de gigantisme et ici d'acromégalie. Donc ce sont des patients, ici l'acromégalie, qui présentent donc des pieds qui sont très larges, des mains qui sont très larges, d'accord? Et vous avez donc quelqu'un qui était tout à fait normal et qui petit à petit commence à gagner en pointure. Il chaussait du 37, il commence à chausser du 45 par exemple, d'accord?
à cause de la prolifération de ces cellules, donc somatotropes. Donc, les cellules somatotropes, qu'est-ce qu'elles font? Elles élaborent l'hormone de croissance. On l'appelle également GH pour Growth Hormone ou hormone somatotrope, donc somatotrope hormone, ok? C'est une hormone peptidique de 191 acides aminés et grosso modo, elle stimule la prolifération des tissus conjonctifs, c'est-à-dire le tissu conjonctif, les os, le cartilage, et également le tissu musculaire. Elle a un effet trophique sur les cellules de l'organisme. Et elle va stimuler la production d'IGF, qui est l'insuline-like growth factor, ou somatomédine, qui est sécrétée par le foie, mais également par des cellules du tube digestif. Et cette hormone, elle a un effet où elle stimule la croissance du tissu conjonctif, des os, du cartilage, etc. D'accord? Alors, on passe au deuxième type de cellules de l'adénohypophyse. Ce sont les cellules mammotropes, donc qui sécrètent par rapport à la glande mammaire. Très bien, donc elles sécrètent la prolactine. Alors, ces cellules sont peu nombreuses dans le sexe masculin. C'est-à-dire chez l'homme, elles sont peu nombreuses, elles ne représentent que 5% des cellules de l'adénohypophyse. Et chez la femme, en dehors de la grossesse, elles sont également peu nombreuses. Donc chez l'homme et chez la femme, en dehors de la grossesse, elles ne constituent que 5% des cellules de l'adénohypophyse. Mais au cours de la grossesse et à partir du 4e mois de la grossesse, elles commencent à proliférer jusqu'à l'envahissement de toute l'adénohypophyse. Elles vont envahir l'adénohypophyse parce qu'elles prolifèrent sur le plan donc de la taille de la cellule, mais également en nombre. Elles deviennent très nombreuses et c'est pour ça que au cours de la grossesse et également pendant la lactation, pendant l'allaitement, puisqu'elles sont maintenues pendant l'allaitement, elles vont augmenter le poids de l'hypophyse qui va atteindre 1,2 g à la fin de la grossesse. Elle faisait combien chez la 0,6 chez l'homme. 0,7. C'est les femmes qui sont concernées par la grossesse. Donc, elle va pratiquement doubler en poids aux dépens donc de ces cellules mammotropes qui ont proliféré. Et c'est pour ça que la glande hypophysaire pèse un peu plus chez la femme. C'est à cause de ces cellules mammotropes. Et après la grossesse et pendant l'allaitement, cette prolifération est maintenue. D'accord? Donc, vous devinez aisément la fonction de ces cellules. Donc, avant de passer à la fonction, on va quand même parler de la microscopie électronique des cellules mammotropes. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les grains de sécrétion au niveau de ces cellules sont particuliers. Ils ont des formes irrégulières. On a des rondes, des triangulaires, des petites, des grandes, d'accord? Et leur diamètre varie entre 550 et 600 nanomètres. Donc, elles sont vraiment volumineuses, comme vous les voyez ici, d'accord? Donc, ces cellules, comme on vient de le dire, pour les cellules somatotropes, elles peuvent également proliférer pour nous donner un adénome de l'hypophyse. D'ailleurs, c'est l'adénome le plus fréquent, avec l'adénome à cellules somatotropes. L'adénome à cellules mammotropes, c'est l'adénome le plus fréquent. Et là, vous avez une image donc où vous voyez ici un adénome de l'hypophyse qui a vraiment énormément augmenté de volume. Donc, quelle est la fonction de ces cellules? C'est de sécréter la prolactine. La prolactine est une protéine de 199 acides aminés. Sa principale action est la stimulation de la croissance et de l'activité de la glande mammaire. Donc, elle stimule le développement de la glande mammaire pendant la grossesse pour préparer à l'allaitement
et elle maintient l'allaitement, c'est-à-dire elle maintient les cellules glandulaires mammaires en fonctionnement pour sécréter le lait, d'accord? Donc, elle a cette hormone mammotrope, la prolactine, elle a un effet sur le cycle menstruel. Donc, l'effet principal, la fonction principale de la prolactine, c'est la préparation et le maintien de l'allaitement. Donc, la préparation de la glande mammaire et le maintien de l'allaitement. OK? Donc, la sécrétion de lait. Mais elle a un effet sur le cycle menstruel. Et si une maman allaite de façon exclusive au sein, elle va avoir une aménorrhée par arrêt du cycle menstruel. Donc, la prolactine bloque le cycle menstruel chez la femme, pourvu que la femme allaite de façon exclusive au sein. D'accord? Ne donne pas le biberon en même temps. Donc, quand vous avez cette sécrétion de prolactine en continu, vous allez avoir un arrêt du cycle menstruel chez la femme. C'est ça l'action sur le cycle menstruel. C'est pour ça qu'en pathologie, si quelqu'un présente un adénome à prolactine, donc non seulement il va y avoir sécrétion de lait, mais chez la femme, on va avoir une aménorrhée en dehors de la grossesse. D'accord? À cause de cet effet de la prolactine. Alors, on passe aux cellules cortico-mélano-lipotropes, qui sont les cellules ACTH, cortico-mélano-lipotropes. Alors, ces cellules ne sont pas nombreuses, elles représentent 5% des cellules de l'adénohypophyse et elles renferment également des grains ou des grains de sécrétion qui sont polyédriques. On les voit ici en microscopie électronique. Ils ont une situation, une localisation particulière. On les retrouve répartis tout au long de la membrane plasmique, juste sous la membrane plasmique. Donc, les grains de sécrétion des cellules cortico-mélano-lipotropes sont situés juste en dessous de la membrane plasmique. Vous les voyez là. Ils sont alignés, voilà, juste en dessous de la membrane plasmique. Et ils sont petits, ils font 200 à 250 nanomètres. Donc, d'après vous, cette cellule-là, c'est quoi? C'est la cellule somatotrope. Vous la reconnaissez à ces grains de sécrétion qui sont ronds et nombreux. D'accord? Et là, donc, c'est la cellule à ACTH. Et celle-là? ACTH, oui. C'est une deuxième cellule ACTH avec des grains de sécrétion répartis le long de la membrane plasmique. Et c'est des petits grains de sécrétion. D'accord? Et ils sont réguliers, ils sont pas irréguliers comme dans les cellules mammotropes. Donc, cette cellule cortico-mélano-lipotrope va produire un précurseur commun qu'on appelle la pro-opio-mélanocortine. C'est-à-dire, à partir d'un seul gène, on va fabriquer une grosse protéine. Et puis après, on va la découper. On va obtenir ainsi l'ACTH, d'accord? Mais on va obtenir également d'autres hormones comme la MSH, qui est la hormone mélanotrope, d'accord? On va obtenir également les endorphines. Ok, vous avez plusieurs autres hormones qui sont fabriquées en même temps que l'ACTH. Donc, on les appelle souvent les cellules ACTH ou cellules corticotropes, d'accord? Parce que l'ACTH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle la cortico-surrénale. Ok, mais en vérité, ce sont des cellules cortico-mélano-lipotropes parce qu'elles produisent d'autres hormones en plus de l'ACTH, d'accord? Alors, quelle est la fonction de ces cellules? Bien sûr, l'ACTH. L'ACTH va avoir la fabrication d'ACTH. Donc, l'ACTH va avoir un effet sur la cortico-surrénale. La cortico-surrénale, vous allez l'étudier dans un cours particulier. Elle est constituée de 3 couches. On a la couche glomérulée, la couche fasciculée et la couche réticulée.
L'ACTH n'a pas vraiment d'effet sur la couche glomérulée qui sécrète l'aldostérone. L'aldostérone est soumise à un autre contrôle. Vous l'avez fait quand vous avez étudié le rein. Voilà. Donc, elle est sous le contrôle du système rénine-angiotensine. Donc, il reste la zone fasciculée qui sécrète le cortisol et la zone réticulée qui sécrète les androgènes corticosurrénaliens. Donc là, l'ACTH va avoir de l'effet. Donc l'ACTH a un effet sur le cortisol et les androgènes corticosurrénaliens. Ok? Donc elle va stimuler leur fabrication. On a un petit exemple. Donc en cas d'adénome hypophysaire à ACTH, c'est-à-dire qui se développe aux dépens donc des cellules corticomélanolympotropes, on va avoir ce qu'on appelle la maladie de Cushing. Vous allez la faire quand vous ferez l'endocrino. Donc c'est une maladie assez particulière qui se manifeste par une obésité tronculaire, etc. D'accord? Et c'est dû bien sûr à un taux élevé en ACTH. Alors les cellules thyréotropes, comme leur nom l'indique, elles régulent quelle fonction? La thyroïde, très bien. Donc les cellules thyréotropes représentent 10% des cellules de l'adénohypophyse. Elles ont une forme polygonale et dans le cytoplasme, on retrouve quelques granules qui sont très petits, ils font 100 à 150 nanomètres. Donc vous avez ici les cellules thyréotropes, vous trouvez très peu de granules de sécrétion et ils sont petits. Donc c'est comme ça que vous allez la reconnaître. C'est les grains de sécrétion les plus petits par rapport aux autres cellules de l'adénohypophyse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette cellule? La cellule thyréotrope élabore la thyréostimuline ou la TSH. Donc, la TSH, elle a un effet tonique et trophique sur la thyroïde. C'est-à-dire qu'elle va agir sur les thyréocytes au début pour activer leur fonctionnement, pour qu'elle fabrique plus d'hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Si la glande ne répond pas, elle va avoir un effet trophique, c'est-à-dire la thyroïde, elle va proliférer. Et ça va être à l'origine de goitres. Par exemple, si vous avez un déficit en iode, qui est nécessaire pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, au début, vous avez une élévation de la TSH. D'accord? Parce que vous avez un feedback négatif. La thyroïde n'arrive pas à fabriquer des hormones thyroïdiennes sans l'iode. Donc au début, élévation de la TSH. La TSH, elle va stimuler la glande thyroïde. Mais la glande thyroïde n'arrive toujours pas à fabriquer les hormones thyroïdiennes. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il va y avoir un effet trophique et on va avoir un goitre. C'est l'hypertrophie de la glande thyroïde. Donc ça, c'est des images anciennes. Actuellement, on voit plus ce stade, d'accord, qui est tout à fait bénin généralement. C'est dû à une hyperstimulation par la TSH et la glande thyroïde n'arrive pas à fabriquer des hormones thyroïdiennes parce qu'elle manque d'iode. Donc bien sûr, dès que le patient présente la moindre petite augmentation de volume de la thyroïde, il consulte, le médecin le met sous traitement par des hormones thyroïdiennes de substitution et le problème est réglé. Donc, on donne des hormones thyroïdiennes de synthèse qui vont aller avoir un effet de feedback négatif ou positif? Positif. On va donner les hormones thyroïdiennes, d'accord, de synthèse. Elles vont aller avoir un effet de feedback. Ah oui, négatif, pardon. Elles vont avoir un effet négatif, feedback négatif, elles vont freiner la TSH. D'accord? Donc, on poursuit, donc les cellules gonadotropes maintenant. Donc, les cellules gonadotropes représentent 10% des cellules de l'adénohypophyse. Donc, le cytoplasme renferme des granulations également qui font 200 à 600 nanomètres. Donc, vous avez ici des cellules donc
gonadotropes avec des grains de sécrétion. Et ces cellules gonadotropes sont responsables de la fabrication et de la sécrétion de l'ALH et de la FSH. Alors, il faut savoir que 70% des cellules gonadotropes sécrètent les deux hormones en même temps. Et les autres cellules, c'est-à-dire 30%, sécrètent soit la FSH, soit la LH. D'accord? Quels sont les effets de ces deux hormones gonadotropes? Donc, ces deux hormones agissent sur les gonades. Donc, chez l'homme, au niveau des testicules, la FSH stimule la spermatogénèse et la LH stimule la fabrication de testostérone par les cellules de Leydig. Au niveau des ovaires, la FSH stimule la croissance du follicule ovarien et donc la maturation de l'ovocyte, et la LH contrôle l'ovulation et la lutéinisation, c'est-à-dire voilà, la fabrication du corps jeune. Très bien. Donc, quelles sont les hormones sécrétées par l'antéhypophyse? Nommez les cellules sécrétant chacune de ces hormones. Vous en avez combien déjà? Combien d'hormones sont fabriquées par l'adénohypophyse? 5. 5, d'accord. Donc, vous avez les cellules somatotropes qui sécrètent la GH. Vous avez les cellules mammotropes qui sécrètent prolactine. Les cellules cortico-mélanolipotropes, ou pour faire simple, ACTH, d'accord, qui sécrètent l'ACTH et également la MSH. Vous avez les cellules thyréotropes qui sécrètent la TSH et enfin les cellules gonadotropes qui sécrètent la FSH et la LH. Vous avez tout le tableau pour réviser chez vous. Donc le lobe médian maintenant. Tout ce qu'on vient de dire, c'est l'antéhypophyse, le lobe antérieur. Et c'est pour ça que souvent, on confond l'adénohypophyse avec l'antéhypophyse. Parce que la majorité ou la quasi-totalité des cellules glandulaires de l'adénohypophyse, elles sont retrouvées au niveau du lobe antérieur. Alors, qu'est-ce que font les lobes médians et la pars tubéralis? Alors, le lobe médian n'est pas très développé chez l'homme, chez l'être humain, d'accord? Il est développé dans d'autres espèces. Alors, chez l'homme, il contient surtout des kystes, que vous voyez là, et il contient surtout des cellules basophiles qui sécrètent la MSH. Donc, c'est des cellules cortico-mélanolipotropes, d'accord? Vous avez ici une coupe transversale, donc vous avez là l'antéhypophyse, là vous avez la posthypophyse, et entre les deux, vous avez le lobe médian, et il n'est pas très riche en cellules glandulaires. Il contient surtout des kystes et des cellules à MSH. Maintenant, le lobe tubéral, également, ne contient pas beaucoup de cellules glandulaires. Il contient surtout des cellules gonadotropes et des cellules chromophobes. Donc, au niveau de la pars tubéralis, ou lobe tubéral, c'est là où vous allez trouver les cellules chromophobes qui constituent une réserve de cellules souches qui peuvent remplacer les cellules glandulaires en cas de besoin. D'accord? Donc, le lobe médian, il contient surtout les cellules à MSH, c'est-à-dire à ACTH, d'accord? Et le lobe tubéral ou pars tubéralis contient surtout des cellules gonadotropes et également des cellules chromophobes. Ok? Pourquoi est-ce que les facteurs hypothalamiques sont déversés dans un système porte? Oui, ça c'est la fonction de ces facteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a fabriqué tout un système porte? Voilà, parce qu'on aurait pu déverser directement ces hormones au niveau de la circulation générale, et à partir de là, elles atteindraient l'adénohypophyse pour la réguler. Mais justement,
c'est que les facteurs hypothalamiques sont sécrétés à des quantités vraiment très, très, très petites. Donc, si on les déversait dans la circulation générale, ils seraient dilués. Et en même temps, leur durée de vie est vraiment très courte. Ils ont une durée de vie de quelques minutes. Donc, dès qu'ils sont déversés au niveau de l'hypothalamus, ça qui doit passer au niveau de l'adéno-hypophyse. Donc, ils sont sécrétés à des quantités très petites. Leur durée de vie est très courte. C'est pour ça que l'organisme a mis en place un système porte qui est réservé au transport des hormones hypothalamiques du système parvocellulaire vers l'adéno-hypophyse. D'accord? Alors, quels sont les facteurs hypothalamiques qui sont destinés à la régulation de l'adéno-hypophyse? On a deux grands types. On peut avoir des facteurs ou des hormones qui stimulent les sécrétions hypophysaires et on peut avoir des facteurs qui inhibent les sécrétions hypophysaires. Donc, on va commencer par les premiers. C'est ce qu'on appelle les libérines ou en anglais les releasing factors. On dit facteurs hypothalamiques parce qu'il fut un temps où on ne savait pas que c'était des hormones. On savait que l'hypothalamus sécrétait des substances qui régulent l'hypophyse, mais on ne savait pas que c'était des hormones parce que ça paraissait un peu bizarre. L'hypothalamus, c'est un tissu nerveux, c'est le système nerveux central. Et il sécrète des facteurs qui régulent l'adéno-hypophyse, qui est une glande endocrine. Et après, on a su que c'était vraiment des hormones sécrétées par des neurones. C'est vraiment le système neuro-endocrinien. Donc, on les appelle facteurs, mais on peut également dire que ce sont des hormones. Donc, les libérines ou releasing factors sont la somatocrine, qui est GRF, mais actuellement, on la connaît sous le nom de GHRH. Qu'est-ce que ça veut dire GHRH? Growth Hormone Releasing, Growth Hormone Releasing Hormone. Ça veut dire quoi? C'est le releasing factor qui stimule la GH. Ok? Donc, growth hormone, releasing hormone. C'est le facteur hypothalamique qui régule ou qui stimule la GH. Après, nous avons la corticolibérine, plus communément connue sous le nom de CRF ou CRH pour corticotropin releasing factor. CRH, c'est pour corticotropin releasing hormone. C'est la même chose. Et donc, il agit sur les cellules à ACTH. La thyréolibérine, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est TRH pour thyréotropine releasing hormone. Donc, elle agit sur les cellules thyréotropes. Donc, TRH stimule TSH. La gonadolibérine ou GnRH. Donc, on a mis le N pour faire la différence avec GHRH. D'accord? Donc, c'est gonadotrophine releasing hormone qui stimule la sécrétion de LH, FSH. On arrive au deuxième type de facteurs hypothalamiques, c'est les statines ou inhibiting factors. Donc là, ils ont un effet inhibiteur sur les cellules de l'adénohypophyse. On en a deux. On a la somatostatine. Donc rappelez-vous, la somatocrine, c'est la GHRH. Elle stimule la GH. Mais on a la somatostatine qui inhibe les cellules somatotropes, qui inhibe la GH. Et elle est identique à celle produite par les cellules neuroendocrines du tube digestif que vous avez étudié. Vous avez des cellules qui sécrètent la somatostatine également. Et puis, vous avez le PIF pour prolactin inhibiting factor. Et à la fin, on a su que c'était la dopamine, tout simplement. Donc, la dopamine
inhibe la sécrétion de prolactine. Actuellement, on parle de l'existence d'un facteur hypothalamique qui stimule la sécrétion de prolactine. On l'appelle le PRF, pour Prolactin Releasing Factor. Je ne l'ai pas cité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un consensus sur la nature de ce facteur. C'est-à-dire, on sait qu'il existe, mais chaque auteur va donner un différent facteur. Il n'y a pas un consensus sur un facteur bien précis qui stimule la sécrétion de prolactine. Donc, quel est le meilleur stimulus pour les cellules mammotropes? Puisque j'ai un effet de la dopamine qui est un effet inhibiteur. Quelle est la meilleure stimulation de la lactation? C'est la lactation elle-même. Donc, quand la maman allaite son bébé, c'est par un phénomène donc psychologique, émotionnel. Il y a un effet, donc un influx nerveux, d'accord, qui part du cerveau et qui va stimuler les cellules mammotropes. D'accord? La meilleure stimulation de la lactation des cellules mammotropes, c'est la lactation elle-même. Plus la maman allaite, plus elle fabrique de lait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'accord? Donc, la sécrétion endocrine de l'hypothalamus est principalement réglée par inhibition en retour. Donc, tous ces releasing inhibiting factors hypothalamiques vont contrôler l'hypophyse. L'hypophyse va contrôler les glandes périphériques et les glandes périphériques, par feedback négatif ou positif, va contrôler l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est ce qu'on avait dit hier concernant le système en boucle. Donc, énumérer les releasing inhibiting factors hypothalamiques. Donc, vous les connaissez, ok? Donc, c'est pas la peine de les reprendre. Vous les connaissez, oui? Donc, je vais vous poser une colle. Quels sont les noyaux hypothalamiques qui sécrètent les releasing inhibiting factors? Parvocellulaire. Non, paraventriculaire et supraoptique, ils ont... Voilà, moi je parle de l'adénohypophyse, puisque je parle de releasing inhibiting factors. Donc, c'est les noyaux parvocellulaires. Mais je demande les détails. Oui, paraventriculaire, qu'est-ce qui sécrète? Allez, on reprend le tableau dont on avait parlé hier. Je vous avais dit, là, c'est pas la peine de le retenir. Maintenant, vous pouvez le retenir puisque vous connaissez les hormones hypophysaires. D'accord? Donc, vous devez retenir ce tableau. Donc, on ne parle pas des noyaux magnocellulaires parce que la relation, c'est avec la neurohypophyse, c'est à part. On va parler des noyaux parvocellulaires de l'hypothalamus qui ont une action sur l'adénohypophyse, qui contrôle les sécrétions adénohypophysaires. Donc, on a le noyau paraventriculaire qui sécrète CRH et TRH, qui vont contrôler l'ACTH et la TSH. Ça, vous devez le connaître, hein, d'accord? Donc, quel est le noyau hypothalamique qui contrôle la cortico-surrénale ou la thyroïde? Paraventriculaire. Après, nous avons le noyau périventriculaire qui sécrète la somatostatine qui inhibe la GH. Et d'un autre côté, j'ai les noyaux arqués et ventromédians qui sécrètent GHRH et dopamine. Alors, la GHRH stimule la GH et la dopamine inhibe la prolactine. Donc, si je pose la question, quels sont les noyaux hypothalamiques qui contrôlent la GH? On a le périventriculaire qui l'inhibe et arqué et ventromédian qui la stimule. D'accord? Alors, le noyau préoptique, c'est tout simple, par sa sécrétion de GNRH,
contrôle donc les gonades par la régulation des cellules gonadotropes en régulant donc la sécrétion de FSH et LH. Donc, quel est le noyau hypothalamique qui contrôle la fonction gonadique? C'est le noyau préoptique. D'accord? Donc, on part du haut, c'est toute une cascade et toute cette cascade hypothalamo-hypophysaire va nous contrôler toute une fonction. Corticotrope, thyréotrope, hormones de croissance, l'allaitement et les gonades. D'accord? Parmi les cascades suivantes, lesquelles sont justes? TRH, TSH, thyroïde. Donc, 1, c'est juste. CRF, ACTH, corticosurrénal. Pourquoi non? C'est juste? CRH ou CRF, je vous ai dit que c'est la même chose. F facteur et H c'est hormone. Donc c'est juste. GNRH, GH, là je me suis trompée, c'est GNRH. GH, organe de la reproduction. Non, là c'est faux. C'est quoi le problème? Là, GH, qu'est-ce qu'on devrait mettre ici? FSH et LH. Très bien. Et là, GHRH, GH, foie. Oui? Oui, parce que au niveau du foie, on a une hormone, l'insuline growth factor-like, d'accord, qui est sécrétée par le foie et qui a cet effet trophique sur le tissu conjonctif. Donc là, c'est juste 4. PIF, LH, glande mammaire. Non, comment la corriger? Donc, PIF, prolactine, glande mammaire. Très bien. Donc, vous connaissez, voilà, tous les axes hypothalamo-hypophysaires. Quel est le rôle des produits hypothalamiques destinés à l'adénohypophyse? Donc, c'est stimulation ou inhibition. Donc, c'est la régulation des cellules glandulaires de l'adénohypophyse. D'accord? Et on passe à la neurohypophyse. Alors, la neurohypophyse n'est pas une glande endocrine à proprement parler. C'est-à-dire, elle n'est pas constituée. J'ai pas encore fini le cours, hein. On est là jusqu'à 10h30. Non, pas écart. Il n'y a pas de pause puisqu'il n'y a pas une deuxième séance. Non, j'ai discuté. Mais non, j'ai discuté avec votre enseignante en anatomie. Vous n'avez pas une deuxième séance d'histologie. Oui, anatomie à partir de 10h30. Pas à 10h15. N'est-ce pas? Donc, on va commencer la neurohypophyse et on va poursuivre la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel du terme, mais du tissu nerveux. Taisez-vous. Alors, c'est un tissu nerveux qui dépend de l'hypothalamus. Donc, rappelez-vous l'embryologie de la neurohypophyse. C'était la suite, c'était la continuité, un prolongement, une protrusion, donc à partir du diencéphale. Donc c'était la suite, la continuité de l'hypothalamus. Et sur le plan histologique, c'est également une continuité histologique de l'hypothalamus. Donc vous avez ici la neurohypophyse, ok? Elle est entourée partiellement par l'adénohypophyse. Rappelez-vous, quand l'adénohypophyse, la poche de Rathke est venue, vont s'attacher à l'ébauche neurectoblastique. Donc, elle l'entoure partiellement. Ici, on a fait une coupe. Donc, on observe au milieu la neurohypophyse. Et là, de part et d'autre, vous avez l'adénohypophyse. Donc, la neurohypophyse présente à décrire 3 parties. Cette zone bifide, là, c'est l'éminence médiane.
Là, cette région étroite, c'est la tige pituitaire. Et enfin, la région qui est située le plus bas, elle est dilatée, c'est la post-hypophyse. OK? Alors, quelles sont les caractéristiques histologiques de la neurohypophyse? La neurohypophyse présente à décrire un aspect fibrillaire. Donc, on remarque des fibres. En fait, ces fibres, c'est quoi? C'est les axones et les terminaisons nerveuses des neurones magnocellulaires de l'hypothalamus. Donc, au niveau de la neurohypophyse, est-ce qu'on retrouve les péricardions des neurones magnocellulaires? Les péricardions, c'est-à-dire les corps cellulaires de neurones? Non. Voilà. Ils sont situés où? Au niveau de l'hypothalamus. Et après, au niveau de la neurohypophyse, on va retrouver les axones et les terminaisons nerveuses de ces neurones magnocellulaires hypothalamiques. Qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve beaucoup de capillaires sanguins parce que il y a des hormones qui vont être déversées au niveau de la circulation sanguine. Et on remarque également une structure particulière. On remarque des taches comme ça qu'on appelle les corps de Hering. OK? On remarque quelques noyaux. Ça et là, on remarque des noyaux. C'est quoi ces noyaux? On va voir tout ça en détail. Donc, ces corps de Hering, les taches qu'on voyait ici, d'accord? Ici, vous voyez des taches. C'est quoi ces taches? C'est les terminaisons nerveuses des neurones qui sont remplies de grains de sécrétion. Et ces grains de sécrétion, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des hormones fabriquées par les neurones magnocellulaires qui sont l'ADH et l'ocytocine. Donc, c'est quoi les corps de Hering? C'est une agglomération ou regroupement de grains de sécrétion au niveau des terminaisons nerveuses des neurones magnocellulaires dont le corps cellulaire est situé au niveau de l'hypothalamus. D'accord? Là, ça vous donne une idée sur la fonction de la post-hypophyse. C'est un organe de stockage. On y stocke ces deux hormones, ADH et ocytocine. OK? Alors, vous voyez ici sur cette coupe longitudinale les axones des neurones magnocellulaires et là, on voit les grains de sécrétion qui sont transportés, donc ils sont fabriqués au niveau du corps cellulaire des neurones, au niveau de l'hypothalamus, et ils vont migrer par transport actif tout au long des axones pour arriver donc au niveau des terminaisons nerveuses où ils vont être stockés sous forme de corps de Hering. D'accord? Donc les corps de Hering, c'est à l'intérieur des terminaisons nerveuses des neurones. D'accord? Ça, c'est pour les corps de Hering. On a dit qu'on retrouvait également beaucoup de capillaires sanguins. Ce sont des capillaires sanguins à endothélium fenêtré. On retrouve donc tout à l'heure, ça fait quelques minutes, je vous avais dit, on remarque également des noyaux. C'est quoi ces noyaux? Ce ne sont pas les noyaux de neurones, puisqu'on n'a pas de corps cellulaire de neurones. Ce sont les noyaux d'une cellule névroglique spécialisée de la neurohypophyse qu'on appelle les pituicytes. Donc les pituicytes, c'est quoi? C'est une cellule gliale spécialisée de la neurohypophyse. D'accord? Et si on fait un zoom sur cette cellule gliale, vous avez ici un capillaire sanguin, vous avez là les terminaisons nerveuses des neurones magnocellulaires, ok? Et vous avez ici une cellule gliale spécialisée qu'on appelle le pituicyte. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle envoie des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques viennent et entourent les terminaisons nerveuses des cellules gliales. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour contrôler les sécrétions à partir des terminaisons nerveuses. Vous voyez ici un pituicyte. Il envoie toutes ces
prolongations, de ces prolongements cytoplasmiques. Et là, vous voyez, il fait barrière entre la terminaison nerveuse et le capillaire sanguin que vous voyez là. Vous avez là un capillaire sanguin, ça c'est une cellule endothéliale du capillaire sanguin, et le pituicite, par ses prolongements cytoplasmiques, il fait barrière entre le capillaire sanguin et la terminaison nerveuse qui est pleine de grains de sécrétion. C'est là où vous avez donc les corps de Hering. Et donc, le pituicite régule les sécrétions de l'ADH et de l'ocytocine à partir des terminaisons nerveuses. Donc, si on a besoin des hormones, il retire. Voilà, il va retirer ces prolongements cytoplasmiques. Si on n'a pas besoin de l'hormone, allez, on bloque. Que vous rappelle le pituicite? On avait parlé d'une cellule hier dont la fonction est semblable. Une cellule qui appartient à la névroglie, les tannicytes. Donc, au niveau d'hypothalamus, on a les tannicytes qui régulent les sécrétions des noyaux des neurones hypothalamiques. Et au niveau de la neurohypophyse, nous avons les pituicites qui régulent les sécrétions des neurones également. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction des pituicites. On a également d'autres types qui appartiennent à la microglie, qui ont une fonction de macrophage. Donc, que représentent les corps de Hering? Oui, c'est des grains de sécrétion, très bien. Accumulés au niveau des terminaisons nerveuses, des neurones magnocellulaires, dont les corps cellulaires sont situés au niveau de l'hypothalamus. Que contiennent les corps de Hering donc dans ces grains de sécrétion? ADH et ocytocine. Très bien, vous avez tout compris. Alors, quelle est la fonction de ces deux hormones? L'ADH, ou encore appelé vasopressine, ok, et l'ocytocine. Donc, on a bien précisé les noyaux hypothalamiques qui sécrètent chacune de ces hormones. Donc, on a dit que le noyau paraventriculaire sécrète l'ocytocine et le noyau supraoptique sécrète l'ADH. Très bien. Donc, l'ocytocine, quelle est sa fonction? Quelle est la fonction de l'ocytocine? Contraction de l'utérus, mais pas que. Donc, d'un côté, l'ocytocine, comment elle est sécrétée? Quand on a donc une femme enceinte, le fœtus arrivé à terme, donc avec un périmètre crânien et un poids particulier, il va stimuler des récepteurs au niveau du col de l'utérus. Donc, ce sont des mécanorécepteurs. Donc, c'est le fœtus qui déclenche l'accouchement. Donc, il va stimuler ces mécanorécepteurs et donc, par influx nerveux, on va stimuler les... Quoi? Qu'est-ce qu'on va stimuler? Très, très bien. On va stimuler les neurones du noyau paraventriculaire pour sécréter l'ocytocine. Et ça va rejoindre l'utérus par voie sanguine, puisque c'est une hormone, donc pour aller provoquer les contractions utérines et assurer l'accouchement. Donc ici, l'ocytocine, comment est-ce que sa sécrétion est déclenchée? Par un flux nerveux, par le système nerveux, d'accord? Et puis après, l'ocytocine est sécrétée, et là, nous avons le système endocrinien. Donc, via le sang, on arrive au niveau de l'utérus et on provoque l'accouchement. Ok. La deuxième action de l'ocytocine, c'est au cours de l'allaitement. Quand la maman allaite son bébé, le bébé suce le mamelon. Au niveau du mamelon, il y a des mécanorécepteurs qui vont donc, par un influx nerveux, stimuler quels neurones? Les neurones du noyau
paraventriculaire également, pour aller cette fois-ci via le sang et stimuler des cellules particulières que vous allez étudier quand vous ferez la glande mammaire. On a les cellules qui fabriquent le lait, d'accord? Et puis on a autour des cellules qu'on appelle les cellules myo-épithéliales qui provoquent la contraction. Donc elles vont comprimer, d'accord, les cellules qui fabriquent le lait pour assurer l'éjection du lait. Donc la prolactine vous assure la fabrication du lait et l'ocytocine vous assure l'éjection du lait au moment de l'allaitement. D'accord? Donc l'ocytocine a un effet bien sûr très connu au cours de l'accouchement, mais elle a un effet, elle est nécessaire au cours de l'allaitement. D'accord? Elle a d'autres effets également connus chez l'homme. Donc la stimulation de la sécrétion de l'ocytocine, elle se fait par un flux nerveux. D'accord? Donc là, on a une synergie entre le système nerveux et le système endocrinien. La deuxième hormone sécrétée donc et stockée au niveau de la post-hypophyse, c'est l'ADH. Vous l'avez étudié quand vous avez fait le rein. Donc elle assure la réabsorption d'eau. Donc c'est pas la peine que je me répète. Quel est le rôle de la post-hypophyse donc? Très bien. Donc elle stocke les hormones qui sont élaborées par les noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus. Ok? Quels sont les systèmes ou tractus hypothalamo-hypophysaires? Donnez leur origine et leur terminaison. Donc le système hypothalamo-post-hypophysaire est représenté par le tractus supraoptico-hypophysaire, supraoptico par rapport au noyau supraoptique. Donc l'origine de ce tractus, c'est les noyaux magnocellulaires. Les axones se terminent où? Au niveau de la post-hypophyse. C'est pour ça que les neurones du système magnocellulaire ont des axones longs, parce qu'ils doivent atteindre la post-hypophyse, d'accord? Et les produits de sécrétion passeront à partir de la post-hypophyse dans la circulation générale. Le système hypothalamo-antéhypophysaire est représenté par le tractus tubéro-hypophysaire, tubéro par rapport à pars tuberalis, qui appartient à l'adénohypophyse. Donc l'origine, c'est les noyaux parvocellulaires, et les axones, ils se terminent où? Au niveau de l'éminence médiane, ils se terminent tout en haut. Et là, au niveau de l'éminence médiane, on déverse les facteurs inhibiteurs ou stimulateurs hypothalamiques et ils vont, via le système porte, atteindre l'antéhypophyse, où ils vont réguler les sécrétions de l'antéhypophyse. Et là, l'antéhypophyse, elle va sécréter ses propres hormones qui vont passer dans la circulation générale. D'accord? Donc là, vous avez cette notion de système neuro-endocrinien qui est vraiment bien représenté. Vous avez des neurones au niveau de l'hypothalamus qui sont capables de sécréter donc des hormones qui vont être déversées dans le sang, soit directement dans le cas du système magnocellulaire, soit indirectement dans le cas du système parvocellulaire. Donc la question que je voudrais vous poser, l'hypothalamus communique directement avec l'hypophyse? Oui ou non? Très bien, donc c'est vrai et faux. Donc c'est vrai concernant les relations hypothalamo-neurohypophysaires. C'est des relations directes. D'accord? C'est la continuité histologique. Vous avez les noyaux magnocellulaires qui atteignent la post-hypophyse directement. Et puis, entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse, il s'agit de relations indirectes. Via quoi? Via le système porte. Donc, on a des connexions nerveuses directes entre l'hypothalamus et la neurohypophyse et des relations indirectes, vasculaires, entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Entre les deux, vous avez le système porte. D'accord?
En conclusion, donc j'aimerais conclure par des cas cliniques. L'adénome hypophysaire est une pathologie très fréquente, donc on a donné des exemples dans le cours, c'est bon. Et puis j'aimerais finir par le syndrome de Sheehan. Donc le syndrome de Sheehan, c'est quoi? C'est chez les femmes en postpartum, d'accord? Les femmes au cours du postpartum perdent beaucoup de sang, n'est-ce pas? Au cours de l'accouchement, elles perdent beaucoup de sang. Dans certains cas pathologiques, la femme peut avoir une hémorragie du postpartum. Donc elle perd anormalement beaucoup de sang. Et comme l'hypophyse a vu ses besoins en irrigation sanguine augmenter au cours de la grossesse. Pourquoi? À cause de la prolifération des cellules mammotrophes. Elle a pratiquement doublé en poids. Donc, elle a besoin d'énormément de sang, mais la vascularisation n'a pas changé. C'est la même. Si, en plus de ça, la femme perd beaucoup de sang au cours de l'accouchement, il risque d'y avoir ce qu'on appelle une nécrose de la glande hypophysaire. Une nécrose par manque de sang, d'accord? Au niveau de l'hypophyse. Et quand on a cette nécrose de l'hypophyse, on a ce qu'on appelle le pan hypopituitaris. Pan, ça veut dire total. Donc, on va avoir un déficit dans toutes les hormones hypophysaires. OK? C'est ce qu'on appelle le syndrome de Sheehan qui va se manifester par une aménorrhée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de LHFSH. Ça va se manifester par une absence de lait. Il n'y a pas de montée laiteuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de prolactine. Ça va se manifester par une hypothyroïdie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de TSH. Et ça va se manifester par un déficit ou une insuffisance cortico-surrénalienne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'ACTH. Très bien. Et donc, c'est un syndrome qui vous résume en quelque sorte la fonction de l'hypophyse. Je termine juste par un mot, c'est que ce système ou ce complexe hypothalamo-hypophysaire est le véritable chef d'orchestre du système endocrinien. Et je vous remercie. Oui.